Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un petit épisode parce que je devais me concentrer sur d'autres choses, sur le blog notamment, parce que j'ai complètement refait mon blog, mais j'en parlerai peut-être un petit peu dans les actus. Aujourd'hui, le programme de cet épisode, je vais parler de stratégie marketing et plus particulièrement d'une stratégie build in public. C'est un petit peu un buzzword, donc un mot assez trendy, un mot assez tendance, et j'aimerais un peu décrypter tout ça, voir comment en déployer donc une stratégie build in public efficace, quels outils on peut utiliser, quelques exemples aussi de ça. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Baptiste du Mémo, donc c'est une entreprise, je suis freelance globalement, j'accompagne d'autres sociétés pour mettre à disposition le savoir que j'ai acquis au cours des 10 années d'entrepreneuriat que j'ai passé ces derniers temps. L'intro qui est pas du tout préparée, ça se sent. Donc je mets mon savoir à dispo, notamment sur la partie marketing, sales, productivité, organisation, enfin plein de choses. Quand on est dirigeant pendant 10 ans, on touche à pas mal de choses. Et c'est ce que je mets à disposition d'autres sociétés actuellement à travers le Mémo et mon activité de conseil. Bref, c'était déjà beaucoup trop long, je trouve. Il faudra que je la bosse cette intro. Mais j'ai décidé de faire un podcast un peu plus détente, sans couper, sans montage, que ce soit un peu plus authentique, déjà parce que ça prend moins de temps à créer, et puis parce que l'authenticité c'est quand même assez cool. Donc il y aura deux choses, il y aura les actus, ce dont je voudrais parler sur ce qu'il se passe, ça va pas durer très longtemps, ce qui se passe dans ma vie professionnelle bien sûr, ça va pas durer très longtemps, et après on attaque tout de suite sur le sujet, il y aura un sujet chaque semaine, et là le sujet c'est build in public. Donc déjà, au niveau des actus, que s'est-il passé? Alors, la grosse actu, c'est que ça y est, je quitte mes locaux à Marseille. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'avais des bureaux à Marseille qui me permettaient de bosser. J'ai déménagé il y a 3 ans à Marseille. J'ai quitté Paris. J'ai grandi à Paris. Je suis resté à Paris pendant 35 ans, quasiment un peu moins. Et j'ai quitté Paris, là, il y a 3 ans, pour le soleil et la mer et la qualité de vie. Chose que j'ai trouvée bien sûr ici en arrivant à Marseille, mais j'ai perdu mes associés, j'ai perdu mon entreprise, bon c'est pas tout à fait vrai, j'ai continué à bosser dedans bien entendu pendant 3 ans, mais les choses se sont, l'entente n'a pas toujours été parfaite à cause de la distance d'après moi, pas que, mais ça en faisait partie, donc il y a eu un désalignement des planètes, un désalignement de la vision aussi, et le fait d'être à distance n'a pas aidé. Donc au bout de 3 ans, j'ai quitté ma société, mais ça vous le savez, je vous l'ai peut-être déjà dit, si c'est pas le cas je vous le redis. J'ai quitté ma société BLC que j'ai créée il y a 10 ans. J'ai quitté opérationnellement, donc là je suis en train de me séparer de la partie financière aussi, puisque je suis toujours propriétaire de la société à hauteur d'un tiers de la boîte. Concrètement, on avait créé la boîte à 3 à part égalitaire, donc ça je suis aussi en train de le résoudre, même si c'est pas vraiment un problème, mais je suis en train de m'en occuper en tout cas. Et du coup, les bureaux de Marseille, j'avais pris ces bureaux-là, qui étaient payés par BLC pour que je puisse bosser dedans, puisqu'à un moment on était 3 dans ces bureaux. Il y avait Nicolas, que je salue s'il écoute le podcast, et Zina, que je salue si elle écoute le podcast, et on a été 2, puis après j'étais tout seul, puis j'y allais moins, et puis de toute façon là j'ai quitté la société, donc il n'y a plus trop d'intérêt à garder ces locaux, donc ça y est, je les quitte. C'était des locaux incroyables, avec piscine, terrain de pétanque, parc privé, 2 étangs, des animaux, un barbecue. Franchement c'était vraiment le cliché de la vie marseillaise, quoi. C'est-à-dire que quand on quitte Paris et qu'on veut prendre des bureaux dans le sud, on se dit c'est typiquement ce qu'on a en tête, c'est ce que j'ai trouvé. Alors là vraiment je pouvais pas faire mieux. Voilà, donc ça y est, c'est la fin. J'ai fait un petit vlog sur la chaîne YouTube si vous voulez le voir. Je vais essayer de parler un peu plus doucement parce que j'ai vraiment toujours tendance à parler vite, un peu en mode vidéo, etc. Mais ça peut être un peu agaçant à écouter. Donc je vais parler un peu plus lentement. Voilà, je vais essayer de me poser un petit peu pour avoir un temps dédié là, quand je fais cet épisode de podcast, un temps un peu plus calme, le retrouver un petit peu le temps long. Voilà. Deuxième actu rapide, Twitch m'a annoncé que j'étais devenu partenaire contre toute attente parce que j'ai failli arrêter les live Twitch. Donc partenaire, ça veut dire qu'en gros, c'est un peu comme pour YouTube quand on a, je sais plus, c'est 10 000 heures de vues et 1000 abonnés, je crois, on peut être éligible YouTube partner. Et bien là, c'est pareil avec Twitch, alors que j'ai, je sais pas, 65 personnes qui me suivent seulement. Je pense qu'ils sont en galère ou je sais pas. Bref, ils ont peut-être aimé les choses que je proposais, même si je pense pas qu'ils regardent chaque support séparément, mais bon, en tout cas voilà, ça m'a redonné envie un petit peu de faire des live Twitch. C'était un peu le mode, je sais pas s'ils ont compris que j'allais arrêter, je sais pas s'ils s'en foutent complètement d'ailleurs, mais je sais pas si l'algorithme a compris que j'étais un peu sur la fin et s'est dit tiens, on va le mettre partenaire lui, et comme ça va lui redonner un petit peu de peps. Ça a marché puisque j'ai repris les lives. Donc désormais 1, 2, 3 fois par semaine, je lance mon live tweet et je partage mon écran quand je bosse sur un sujet. Là je vais devoir créer une newsletter Ghost pour un de mes clients. Je salue aussi s'il écoute le podcast, Hopplace.
Donc on va créer un média pour cette société-là. Et je vais utiliser Ghost parce que je trouve ça incroyable. Il se peut donc que je lance un live pour ça. Alors, c'est le genre de sujet que je lance en live. Voilà, et des petits reporting aussi le premier mois, parce que je crois que j'avais pas fait d'épisode jusqu'alors. Je sais pas si ça se dit ça, mais jusqu'à présent j'avais pas fait d'épisode. En gros, petit débrief de mon premier mois, je me suis lancé le 2 février tout seul. Là on est le 19 mars, mais je vais vous faire un débrief du mois de février plutôt. J'essaie de traiter un peu tous les sujets qui se sont passés, voilà, je purge un peu tous les reliquats que j'avais et dont je n'ai pas parlé. Pardon. Donc, reporting financier, 5 660 € de chiffre d'affaires hors taxe, nombre de jours vendus, parce que je vends de la prestation de service, 8 jours. Mon TJM global sur ce mois-là était de 700 €, donc j'ai vendu plus cher parfois, j'ai vendu moins cher parfois. C'est le principe de TJM, donc 300 €. 3 clients, et mes clients viennent principalement de Malte, la plateforme de freelancing, et du réseau grâce au contenu que je crée, et j'essaye gentiment d'inverser la tendance pour que les clients viennent quasi principalement ou exclusivement du réseau, ce qui veut dire que c'est uniquement grâce au contenu que je crée, puisque c'est ce que je pousse auprès de mes clients. Créez du contenu, sortez un média, faites-vous entendre, parlez des choses que vous connaissez, il faut que je l'applique à moi-même, c'est quand même la moindre des choses. Voilà, ça c'était la partie... La musique est un peu forte, non? Je pourrais la baisser au montage, même si j'ai dit que je ferais pas de montage, je ferais au moins du montage de customisation de la voix, etc. Je couperai rien, promis, je m'engage à ne rien couper désormais dans les podcasts. Ensuite, on va passer sur la stratégie build-in public. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole qu'est la stratégie build-in public? J'ai pris l'exemple d'un restaurant que vous pourriez suivre sur Instagram, par exemple. Imaginons vous suivez le chef qui poste des stories toutes les semaines, tous les jours, il poste ses recettes, il partage un petit peu les coulisses. Quand il va voir des producteurs, il raconte comment il a été sourcé les produits, etc. Quand il fait un service ou un événement, il le partage. Puis vous, quand vous arrivez dans le resto, il a ses cuisines ouvertes, il cuisine devant vous avec sa brigade. Pour moi, c'est la définition parfaite du build-in public. C'est quoi? C'est que ce restaurant a compris qu'on pouvait avoir des doutes parfois quand on allait au restaurant. Est-ce qu'il va nous servir du surgelé? Est-ce que ces plats sont cuisinés dans le resto? Est-ce qu'il va ouvrir une boîte de conserve, nous la verser, la mettre au micro-ondes? Comment il prépare? D'où viennent ses produits? Et que lui, ce restaurant-là, a compris que l'authenticité... c'était un élément clé. Et donc, il a complètement ouvert les coulisses de son entreprise, de son restaurant, et il les a partagées en public. Pour moi, c'est ça le build-in public, et c'est ce que les entreprises devraient essayer de faire dans leur périple, leur journey en anglais, donc leur périple pour partager le plus possible ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise pour rassurer les gens. Du build-in public pour créer un produit, du build-in public pour raconter les coulisses de sa boîte. Il y a plein d'exemples, mais ça, on y viendra. Avant ça, je voudrais juste partager le but précis du build-in public. À quoi ça sert? Ça sert à rien de faire ça juste dans le vent, comme ça, sans savoir à quoi ça va pouvoir servir. Le build-in public, ça va avoir le premier intérêt, c'est de trouver des clients. Franchement, on va pas se mentir, la principale raison, elle est souvent commerciale. Même si c'est pas celle qui apporte le plus de satisfaction, il n'y a pas un intérêt business. S'il n'y a pas un intérêt business, il y a peu de gens le font en fait. Donc en partageant les coulisses de son entreprise, on démontre au public qu'on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on fait est disponible publiquement. On peut se tromper, on peut échouer, ça arrive à tout le monde. Le fait de partager tout ça sans filtre, ça va permettre de rapprocher l'entreprise de son public. Ça va permettre de créer un lien de confiance avant même de commencer à travailler ensemble. Donc les gens, quand ils vont rechercher un prestataire, quand ils vont rechercher un produit, ils vont tout de suite penser à la société ou aux dirigeants qui partagent son aventure en public. Parce qu'il est authentique, il a rien à cacher et tout est disponible publiquement. Donc quand ce prospect devra choisir une société, forcément la première à laquelle il va penser, c'est celle qui partage tout. Le deuxième rôle du build-in public, c'est de trouver des talents. Donc c'est au même titre que pour trouver des entreprises, à peu près le même schéma que pour les clients. Hein. Dans certains domaines, la performance, elle se mesure pas forcément dans la capacité qu'a l'entreprise à trouver des clients, mais surtout dans sa capacité à trouver des talents. On sait à quel point c'est dur de recruter. C'est sûrement pour ça qu'il y a autant de cabinets de recrutement qui fleurissent ces dernières années. Il y a des business où toute la stratégie de performance repose sur le fait d'acquérir des nouveaux talents. Je pense notamment à la prestation de service. J'y ai baigné pendant 10 ans et je peux vous dire que c'est plus facile de trouver des clients que de trouver des collaborateurs dans certains business. Donc le build-in public va pouvoir aider aussi à ça. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir complètement les coulisses de son entreprise.
On va partager ce qui se passe, on va partager la vie de bureau, on va partager les séminaires, les rencontres, on va partager la culture, qui fait que quand un collaborateur sera en recherche de travail, il pourra savoir précisément ce qu'il va trouver chez vous avant même de postuler. Et donc ce sera un élément de réassurance. Je vous parle même pas du nombre de personnes qu'on a pu embaucher dans la société dans laquelle je bossais juste avant, grâce au building public, grâce au fait de faire des mini-vidéos où on partageait les coulisses, où on montrait nos séminaires, où on partageait nos valeurs, la bonne ambiance qui y régnait. Il y a des gens qui nous ont, de façon instinctive, qui nous ont contactés juste parce qu'on partageait tout ça en public. Au même titre que les clients et les collaborateurs, on va pouvoir trouver aussi des investisseurs. Pour à peu près les mêmes raisons que celles qu'on a citées juste au-dessus. Les investisseurs investissent avant tout dans une équipe. Ils investissent dans la capacité qu'ont les humains à exécuter une idée. Les idées, franchement, ça vaut rien. Elles appartiennent juste à notre génération. C'est l'exécution qui compte. Et pour exécuter, il faut des humains. Et pour comprendre comment fonctionnent les humains et qui ils sont, il n'y a rien de mieux que de partager en public qui on est. Donc ça peut être des posts LinkedIn, on va en parler après, quels seront les supports qu'on va pouvoir trouver. Mais ça peut aussi rassurer les investisseurs de savoir que vous êtes un livre ouvert, que vous avez un open blog, que vous avez une chaîne Twitch dans laquelle vous faites vos board meetings, que sais-je, ça on en parlera à la fin. L'avant-dernière raison, c'est pas des moindres, plus on va vers les dernières raisons, plus elles sont importantes à mes yeux, c'est pour les souvenirs et le partage. Il y a 10 ans, en 2014, j'ai créé une entreprise avec 2 associés. Et un des regrets que j'aurai toujours dans cette aventure, c'est le fait de ne pas avoir documenté, de ne pas avoir publié dès le premier jour ce qui s'est passé dans la société. J'ai commencé à le faire sur la fin, j'ai commencé à créer des posts LinkedIn tous les mois sur les performances, j'ai commencé à écrire un blog où je partageais mon aventure entrepreneuriale, mais franchement j'aurais aimé le faire il y a 10 ans, en 2014, quand j'ai lancé ma boîte, parce que ça fait des souvenirs tout simplement. Voilà, j'aimerais bien me replonger dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2016 par exemple. J'aimerais bien me replonger dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2014, l'excitation, la joie, etc. J'aimerais bien que, je sais pas moi, un blog puisse me faire ressentir toutes ces émotions que j'avais à l'époque. Ils se sont un petit peu évaporés. Je me souviens des éléments clés, ce qui s'est passé financièrement, ce qui s'est passé en termes de performance, mais j'ai plus exactement le feeling, j'ai plus exactement les sentiments, j'ai plus tout ça et je trouve ça super dommage. Donc honnêtement, si je pouvais revenir 10 ans en arrière, j'ai peu de regrets ou de remords en général, c'en est pas vraiment, hein, c'est pas non plus vital, mais j'aimerais bien avoir documenté dans un blog que j'aurais pu écrire chaque semaine, où j'aurais écrit un petit peu le ressenti que j'avais. Chose que j'ai commencé à faire le 24 novembre 2023, qui est le jour de mon anniversaire et aussi le jour où j'ai renommé mon support en Le Mémo. Vous êtes en train d'écouter, avant ça s'appelait Acta Productivité. Je l'ai renommé en Le Mémo pour devenir un peu plus global. Voilà. Donc pour les souvenirs, tout simplement, mais aussi pour le partage, puisqu'on peut partager dans un blog building public ses échecs, ses succès, et si ça peut aider les autres, alors banco, concrètement. Et le dernier point, le dernier avantage à faire du building public, à mes yeux, c'est l'état d'esprit que le building public apporte. C'est un des derniers avantages, et c'est pas des moindres, je le disais. L'état d'esprit que peut apporter le fait de documenter son aventure en public, franchement, c'est juste génial. Je ne saurais même pas comment le décrire, mais ça nous met dans une situation où on change complètement d'état d'esprit. On change de mindset. On se dit, ça y est, je partage tout, en fait. Il y a plus de... On peut lire dans ma société comme dans un livre ouvert. Je partage pas ma vie. Ma vie, elle est privée, bien entendu. Il y a des choses qui doivent rester privées. Et c'est toujours la barrière qu'il faut mettre. Il faut mettre une barrière entre la vie privée et la vie publique. Mais le fait de tout partager, son chiffre d'affaires, ses résultats, le salaire des collaborateurs, son propre salaire, ça nous met dans une position où on sait qu'on va publier publiquement ce qu'on fait, et donc ça va nous obliger presque à faire des choix éthiques aussi, puisqu'on sait qu'ils seront disponibles publiquement. Donc cet état d'esprit-là, je trouve qu'il est hyper important, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est la dynamique dans laquelle on se met en partageant publiquement tout ce qui se passe dans l'entreprise. Honnêtement. Donc, le building public, concrètement, ça donne quoi? Je vous ai fait quelques exemples aussi pour que vous puissiez vous raccrocher aussi à des choses qui se passent déjà. En fait, on peut utiliser le building public à peu près pour tout. Un service RH qui pourra filmer le déroulement de ses séminaires d'entreprise, par exemple, en réalisant des petits films de vacances. On l'a vu avec Kudak, je le faisais aussi chez BLC, à chaque fois qu'on avait un séminaire, je prenais la caméra, je filmais un petit peu les 3-4 jours qu'on passait ensemble, sans parler trop de boulot, mais juste, il y avait des délires, on faisait des soirées, on dansait, on chantait, on s'amusait. On prend une caméra, on n'est pas vidéaste, on s'en fiche, on filme. Vous avez des petites caméras comme la DJI Osmo Pocket, 2, 3, peu importe, on s'en fout. La Sony... combien là, les petites caméras de vlogging, vous prenez ça et vous filmez, vous mettez ça, vous en prenez 2-3 si vous avez les moyens et si vous êtes une équipe assez nombreuse et vous dites dès qu'il se passe quelque chose tu filmes en fait, et après tu passes ça à la personne qui s'occupe du montage et elle va te faire un petit film de vacances. Ça c'est pour la partie RH.
Pareil, une équipe produit qui va pouvoir se filmer en train de développer l'application. Si vous développez un produit, un SaaS, un logiciel, vous pouvez vous filmer en train de le faire. Ça va pouvoir créer un lien de proximité entre l'équipe produit et les futurs utilisateurs, ou les confrères et les consoeurs, peu importe. S'il y a d'autres devs qui regardent, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, bah, ils peuvent aussi apporter leur expertise. Ah tiens, pourquoi tu ferais pas ça comme ça? Ah, pourquoi tu as choisi cette façon de faire, etc. Donc ça peut faire grandir aussi le produit en le partageant. Ça peut être aussi un service financier qui va pouvoir publier les résultats de son entreprise une fois par mois. Le bon exemple, c'est Buffer. Buffer, c'est le petit outil qui permet de planifier ses posts LinkedIn, Twitter, Instagram. Et ben eux, ils ouvrent un blog, un open blog, ça s'appelle, et ils publient chaque mois leurs résultats. C'est même pas chaque mois, c'est-à-dire qu'il y a une courbe qui se met à jour toute seule et qui dit le nombre de clients qu'ils ont, le nombre de recettes, etc. Vraiment incroyable de faire ça, je trouve. Un autre exemple, c'est un comité de direction qui pourra partager le déroulement de ces séances, par exemple avec Gumroad. Gumroad, c'est le petit outil qui permet de vendre des produits digitaux. Ils le font en live sur YouTube. Vous tapez board meeting Gumroad, vous allez tomber sur les board meetings. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent les décisions en live sur YouTube. Franchement, l'état d'esprit dans lequel ça te met, c'est vraiment incroyable, je trouve. Et un dernier exemple avec moi-même, le mémo, les coulisses, pourquoi pas aussi dans ce podcast, ce que j'ai commencé à faire. Et j'écris depuis 15 semaines, je crois un peu plus, un blog coulisses, un open blog, donc ça peut être aussi les dirigeants qui prennent la parole pour partager leur aventure entrepreneuriale. Voilà, ça c'est des exemples, mais les champs d'application sont un peu illimités. Dès lors que vous travaillez sur quelque chose, il suffit juste de documenter ce quelque chose, c'est tout. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Tiens, il se passe quelque chose d'intéressant, je documente. Un post LinkedIn, etc. Ça, on va parler. On va parler juste là. Comment faire du built-in public dans son entreprise? Oula, je parle beaucoup trop vite, c'est abusé, j'arrive même plus à articuler, c'est grave. Comment faire du built-in public dans son entreprise? Il y a plusieurs supports. LinkedIn, YouTube, newsletter. Mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est pas quel outil on va utiliser technologiquement pour faire du built-in public. Le plus dur, ça va être de se mettre dans un état d'esprit dans lequel on va pouvoir se dire que on partage tout ce qu'il se passe. Et la complexité, elle va être psychologique. Parce que ça va demander un sacré courage de partager l'intégralité de ce qui se passe dans son aventure entrepreneuriale. Franchement, instinctivement, ça ne nous viendrait pas à l'idée de partager le compte de résultat de sa boîte, par exemple. Ni les coulisses de la vie au bureau, et encore moins la façon dont on construit son produit. C'est pas naturel. En fait, c'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture française de partager. Un peu plus anglo-saxonne, voire même outre-Atlantique. C'est un peu plus dans la culture aux États-Unis. De partager, d'ouvrir, que les salaires soient publics, etc. On parle d'argent, on s'en fout. Mais ça rassure les gens, on va pas refaire tous les avantages, on en a parlé juste avant, mais si on arrive à juste lever ces barrières psychologiques et à parler publiquement de ce qu'on fait, ça va lever pas mal de freins derrière, parce qu'il y a souvent des choses plus profondes qui se cachent dans le fait de ne pas vouloir partager publiquement son aventure. Et moi j'aime bien utiliser la matrice des 5 pourquoi. Ça peut permettre de mettre le doigt sur le problème profond. Par exemple, si on dit je me sens pas à l'aise avec le fait de publier les chiffres de l'entreprise. Ok, mais pourquoi? Parce que ça me gêne que mes concurrents aient accès à mes performances en fait. Oui, mais pourquoi ça te gêne qu'ils aient accès à tes performances? Parce que j'ai pas envie qu'ils sachent si je me porte bien financièrement. Oui, mais pourquoi t'as pas envie qu'ils se... Parce que j'ai pas envie qu'ils aient un avantage concurrentiel grâce à ces chiffres. Oui, mais ok, et pourquoi en fait? Parce que je sais qu'ils font plus de chiffres que nous et ça peut faire peur aux clients qu'on soit plus petits. Et petit à petit, vous allez commencer à mettre le doigt sur des craintes, vous allez mettre le doigt sur des choses qui sont un peu irrationnelles, des peurs, en fait, ça fait appel à la peur, tout ça derrière, parfois, dans cet exemple précis, il peut y en avoir d'autres. Et finalement, ce qu'il va pas falloir lever comme problème, c'est pas d'essayer de résoudre le fait de pas se sentir à l'aise avec le fait de publier les chiffres. Ce qu'il va falloir résoudre, c'est le fait d'avoir un complexe d'infériorité par rapport à ses concurrents. Pourquoi? C'est ça qu'il va falloir lever, c'est ça qui va nous enlever le frein psychologique de ne pas vouloir publier. Et il y en a plein des exemples comme ça. J'avais été confronté aussi dans mon aventure à des freins psychologiques, de certaines rétentions d'informations, et je trouve qu'il n'y a aucune bonne raison de retenir l'information, parce que plus c'est opaque, moins on a confiance, et moins on a confiance, moins on a du mal, plus on a du mal à trouver des collaborateurs, plus on a du mal à trouver des clients, etc. Donc la matrice des 5 pourquoi, ça peut être très cool. Bon, c'est un peu théorique tout ça, mais on va venir à des choses plus concrètes. Je vais vous expliquer un petit peu la stratégie que je déploierai moi pour du build-in public. Concrètement, je commencerai par un journal de bord des dirigeants, ça c'est la base. Je fais un post LinkedIn toutes les semaines, je ferai un post LinkedIn toutes les semaines et je tiendrai un blog coulisses. Voilà. C'est les deux choses. C'est comme ça qu'on commence le build-in public, c'est de construire son entreprise en public. Donc, je ferai un post le samedi ou le dimanche, parce que c'est un petit peu moins... si vous avez une ligne éditoriale sur laquelle vous avez bossé un peu vos sujets tofu, mofu, bofu, souvent le fait de partager du build-in public, c'est un petit peu en dehors de l'axe éditorial, donc n'hésitez pas à le faire le week-end, ça peut vous
vous décomplexer de le faire tout simplement. Et un petit blog aussi, ça fait du référencement, c'est toujours pas cool. Et on peut se replonger dedans quelques années après, ce sera plus simple que se replonger dans des posts LinkedIn. Parce que, comme j'aime bien dire, quand vous mettez un truc sur LinkedIn ou quand vous voyez un truc sur LinkedIn, il faut admettre le fait que ça soit à usage unique. C'est impossible de retrouver ce qu'on a vu. Honnêtement, moi je lis des posts super intéressants, si je les épingle pas, je les reverrai plus jamais. La recherche est éclatée. Je sais pas comment ils organisent ça, on arrive à rien retrouver, franchement. Donc mettez un blog, ce sera plus simple à documenter. En plus, ça fera du référencement, donc ça fera du backlink. Vous isolez le blog ailleurs, vous mettez un Substack ou un Ghost. Vous sortez le blog complètement de la partie site vitrine, vous le sortez ailleurs, vous mettez un peu de netlinking entre les supports pour que ça fasse un petit peu de SEO, mais vous le sortez complètement. Je construirai mon produit ou mon service en public, donc je me foutrai sur Twitch, chose que j'ai faite, je me mettrai sur Twitch, je vais essayer de rester poli, et dès que je développe mon produit, si j'étais développeur, ou dès que je fais une prestation pour un client, ou dès que je développe mon offre de service, je me lancerai en live sur Twitch et je partagerai toute cette aventure pour que ça serve à d'autres, pour que les autres me donnent leur ressenti, on va pas remettre encore en évidence tous les avantages derrière. Coulisses de la vie d'entreprise, ça j'en ai déjà parlé. Dès qu'il se passe un événement dans la vie de l'entreprise, si vous êtes en remote mais que vous faites des séminaires, vous filmez vos séminaires. Si vous faites du team building, vous filmez vos team building. Si vous avez une vie de bureau, vous pouvez filmer votre vie de bureau. Ça permet d'ouvrir complètement les coulisses de l'entreprise. C'est journée porte ouverte et ça permet aux collaborateurs de savoir ce qu'ils vont trouver en rejoignant votre équipe. Même chose, je créerai un open blog aussi. Alors je pourrais mixer aussi le journal de bord du dirigeant avec le blog dont je vous ai parlé, avec l'open blog ici, pour publier les résultats financiers de la boîte tout simplement une fois tous les mois. Vous mettez le chiffre d'affaires que vous avez fait, le nombre de clients, le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux, etc. Un bon exemple, c'est Kudak qui fait ça. Et qui partage complètement, ça s'appelle Road to 10 Million, je crois, c'est un super podcast. Il partage l'avancée de son aventure entrepreneuriale et le journal de bord aussi, donc il y a plusieurs supports différents. Et l'exemple même du building public, voilà. Voilà le petit sujet, j'ai essayé de le traiter de la façon la plus précise possible, la plus riche, la plus dense. Ça fait écho à une newsletter que j'ai sortie aussi, hein. Ça me permet de préparer aussi les épisodes de podcast. J'écris d'abord la version newsletter et après je sors l'épisode de podcast. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en application les petites étapes. Moi concrètement, c'est ce que je propose à mes clients. Donc si vous sentez que vous avez des entreprises autour de vous, ou même vous qui aurez besoin d'un accompagnement pour leur stratégie marketing plutôt orientée inbound, donc comment devenir un média, comment faire du building public, comment trouver des clients sur LinkedIn en publiant des choses intéressantes, etc. Ça, c'est mon dada, mais pas que, voilà, je le disais en intro, hein, j'ai été entrepreneur pendant 10 ans et on sait que quand on est entrepreneur, on touche un petit peu à tout, et notamment les outils aussi, je suis très fort là-dedans. Bref, j'arrête de faire ma déballe et ma promo, c'est pas le but ici. J'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. Comme promis, je n'ai rien coupé. S'il y a peut-être eu un blanc que j'ai coupé, je vais être tout à fait honnête, un énorme blanc, parce que j'ai bugué et je sors d'une maladie et j'avais la bouche un peu sèche, donc j'ai juste pris un peu d'eau. Voilà, donc il y a juste eu un cut, mais aucun contenu n'a été coupé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère me remettre au rythme de 1 par semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir en description, il y a pas mal de petites infos. Si vous voulez du contenu un peu plus régulier sur Twitter, LinkedIn, Twitch, YouTube, je suis un peu partout, j'essaye d'être un peu partout parce que j'adore créer du contenu et ça m'aide à trouver des clients. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.